Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau live. Et au cours de ce live, nous aborderons un sujet qui occupe beaucoup de personnes touchées par la sclérose en plaques, et qu'elles soient au début de la maladie ou après plusieurs années. Pourrais-je un jour arrêter mon traitement de fond? Alors, pour parler de ce sujet, je suis accompagnée du docteur Anne Kerbra, neurologue au CHU de Rennes et chercheur spécialisé en imagerie au sein de l'équipe EMPEN, qui, si je ne me trompe pas, docteur Kerbra signifie cerveau en breton. C'est bien ça. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à Donc, tous. donc, bonjour docteur Kerbra. Je remercie au nom de France Sclérose en plaques et de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de tous les auditeurs et ceux qui écouteront la rediffusion, de prendre le temps de ce soir pour traiter un sujet qui est difficile mais primordial, et surtout une question à laquelle vous avez souvent à faire face, donc l'arrêt des traitements. Donc je rappelle à tous que vous pouvez poser vos questions au docteur Cabra sur le chat du Facebook Live ou du YouTube de France Sclérose en plaques. Notez cependant que nous ne répondrons pas à des questions personnelles. Alors docteur Cabra, on sait qu'au cours des 20 dernières années, les traitements de fond de la sclérose en plaques se sont considérablement développés et qui permettent de diminuer significativement le risque de nouvelles poussées, lésions ou aggravation du handicap. Donc, pouvez-vous tout d'abord nous rappeler ce que ciblent les traitements de fond et comment ils agissent et dans quelles situations ils sont prescrits? Alors, oui, bien sûr, ce soir, on va effectivement parler des traitements de fond de, sclérose en plaques, donc les traitements de fond à visée immunologique qui vont agir, sur certaines cellules immunitaires, qui vont être responsables de la formation de nouvelles lésions, de poussées quand elles vont, toucher des zones, particulièrement fonctionnelles du système nerveux central ou, de lésions aussi sur l'IRM, qui peuvent ne pas être associées à des symptômes. Leur mécanisme d'action va être divers en fonction, des traitements. C'est pas toujours exactement le même mécanisme d'action, mais le but des traitements à l'heure actuelle est toujours le même, réduire les poussées et réduire les nouvelles lésions. Si on veut prendre quelques exemples de traitements fréquents, par exemple, le natalizumab ou Tysabri va empêcher certaines cellules immunitaires de pénétrer dans le système nerveux central et réduire la formation de lésions par ce biais-là. D'autres traitements aussi fréquemment prescrits à l'heure actuelle, comme les anti-CD20, vont carrément diminuer, certaines populations de cellules immunitaires, comme les lymphocytes B et de même réduire la formation de nouvelles lésions et cetera. C'est vraiment, de l'arrêt de ce genre de traitement qu'on va pouvoir discuter ce soir. Ils sont donc prescrits, typiquement pour réduire, l'inflammation aiguë dans la sclérose en plaques. Merci beaucoup. Donc, les traitements sont, on sait aussi, sont plus efficaces, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, il a été aussi constaté, donc il est constaté que les poussées diminuent en même temps que la personne vieillit. Donc, est-ce uniquement dû à ces traitements qui sont de plus en plus efficaces ou est-ce qu'aussi c'est l'évolution normale de la maladie? Alors ça, c'est une question qui est intéressante et en fait, si on peut regarder pour avoir la réponse, des études qui ont déjà été faites il y a pas mal d'années finalement. À l'époque aussi où on traitait moins systématiquement les personnes vivant avec une sclérose en plaques, et c'est des études qu'on appelle, d'histoire naturelle de la maladie où on a, suivi, des grands ensembles de personnes, vivant avec une sclérose en plaques pendant plusieurs années et on a pu observer l'évolution de la maladie, donc des poussées, de la fréquence des nouvelles, lésions sur l'IRM en fonction de l'âge et de la durée d'évolution de la maladie et les études sont très, comment dire? Formelles et ont toutes apporté, des arguments en faveur de la réduction de la fréquence des poussées et des nouvelles lésions sur l'IRM avec l'âge de façon naturelle, sans traitement et aussi avec la durée de l'évolution de la maladie. En fait, c'est la conjonction des 2 qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, par exemple, si on a 50 ans, mais une maladie qui a débuté, il y a 2 ou 3 ans, on a quand même encore un risque plus important de pousser que si on a 50 ans, mais que la maladie a débuté il y a une trentaine d'années. Donc c'est vraiment la conjonction de l'âge, et de la durée d'évolution avec des risques de poussée et de nouvelles lésions sur l'IRM qui sont finalement très faibles, autour de 60 ans, passé 60 ans. Évidemment, ça, c'est des statistiques et c'est à l'échelle d'une population, ça veut jamais dire, que le risque est complètement nul, quel que soit l'âge. Mmh. Je me rappelle d'un professeur que vous avez forcément connu, puisqu'il était de Rennes, qui disait que la SEP prenait sa retraite à 60 ans.
Ah oui, beh, c'est vrai, je crois que je l'ai déjà entendu dire ça. Alors donc, si j'ai bien compris, l'activité inflammatoire est maximale au début de la maladie et d'ailleurs la majorité des essais et aussi ce qui est paradoxal, c'est que la majorité des essais non, ce qui est normal, la majorité, pardon, des essais cliniques sont faits chez des personnes de moins de 55 ans. Donc comment on peut évaluer l'efficacité et je dirais, l'utilité d'un traitement chez les personnes, de plus de 55 ans? Quand non pas quand elle débute la pathologie, parce que vous avez dit que là, c'est très inflammatoire, mais justement, heu, avec l'évolution. Est-ce qu'il Alors, c'est une bonne question. Le premier point, c'est que quand même on manque un peu de données aussi, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit Emmanuel, les personnes de plus de 55 ans sont dans l'immense majorité des cas exclues des essais thérapeutiques. Voilà. Ce qu'on sait, parce qu'il y a eu quand même, ce qu'on appelle des méta-analyses, donc des grosses analyses où on a regroupé les données de tous les essais thérapeutiques et on a vu quand même que globalement l'efficacité des traitements de fond diminuait avec l'âge, ce qui était attendu parce que comme ça agit évidemment sur les poussées et sur les nouvelles lésions IRM et que statistiquement il y en a moins avec l'âge, c'est aussi des traitements un peu moins efficaces. On a peu de données passé 55 ans, faute de patients inclus finalement dans ces essais. Et par contre, il y a eu des essais vraiment dédiés à l'arrêt des traitements, chez les gens de plus de 55 ans et donc c'est aussi par ce biais-là qu'on commence à avoir des données sur le sujet, mais qui sont encore assez limitées, avec, notamment à l'heure actuelle, un seul essai, randomisé, donc où on a tiré au sort les personnes vivant avec une sclérose en plaques, soit pour arrêter le traitement, soit pour le poursuivre, qui permettent d'avoir des données aussi, de bonne qualité sur le sujet et sans gros billets quoi et pour pouvoir vraiment conclure. Voilà. donc juste alors si cette étude, donc bon, il n'y en a qu'une seule, mais elle a quand même apporté des éléments comme vous le dites, donc comment peut-on évaluer si une personne peut arrêter son traitement? Parce que c'est ça en fait, la question. Alors comment évaluer? Donc, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc comme on a abordé tout à l'heure, il y a sûrement l'âge et la durée d'évolution de la maladie. À chaque fois, c'est, une décision qui est très personnalisée parce que c'est aussi le bénéfice des traitements versus le risque. On n'en a pas parlé encore, mais, dans la balance, il y a aussi les risques d'effets secondaires et certains sont un peu liés à l'âge, comme par exemple les risques infectieux qui sont un peu plus importants avec certains traitements quand on avance en âge et donc on se dit qu'avec l'âge, le rapport, bénéfice-risque va parfois un peu plus en faveur du risque que du bénéfice et puis, la réponse est forcément individuelle aussi parce que ça dépend du traitement qu'on arrête et là, même s'il y a pas eu d'essais, randomisés, on a pas mal d'études, dont certaines qui ont été, menées d'ailleurs sur la cohorte, française de l'Observatoire de la français de la sclérose en plaques, sur les risques d'arrêts brutaux de certains traitements, comme, par exemple le natalizumab, ou le fingolimod et le risque de rebond d'activité de la maladie qu'on observe bien chez les gens plus jeunes, mais qui existe aussi, même si on arrête ces thérapeutiques, passé, 50 ou 55 ans. On observe aussi ce phénomène de rebond assez inhabituel finalement pour l'âge, qui est lié vraiment au type de traitement et à son mécanisme d'action. Donc si je dois résumer, le c'est toujours un bénéfice-risque et c'est l'évaluation du bénéfice-risque est forcément propre, à chaque personne, à son traitement, à son âge, à la stabilité de sa maladie depuis combien de temps, à son risque d'effets indésirables et cetera. D'accord, donc c'est l'âge de la personne, l'ancienneté de la maladie et évidemment le calcul du bénéfice-risque en fonction de l'évolution de la maladie. Donc avant de prendre les questions des internautes, parce qu'il y en a déjà, beaucoup, que lorsque la personne elle arrête son traitement, c'est pas est-ce que c'est pas du jour au lendemain, je suppose et qu'il y a quand même un suivi derrière? C'est pas ça veut pas dire que la personne n'ira plus voir le neurologue, pour un contrôle en fait de la pathologie? Heu, alors, non, heu, conjointe avec, le neurologue, heu et c'est en quelque sorte un essai d'arrêt de traitement et puis, il faut une surveillance, notamment, une surveillance régulière en imagerie pour être sûr qu'il y ait pas de nouvelles lésions qui apparaissent à l'arrêt du traitement, que tout se passe bien. Heu,
À l'heure actuelle et c'est comme plus tôt dans la maladie, l'IRM a une place quand même prépondérante dans le suivi, de la sclérose en plaques et c'est vrai qu'on sait qu'il y a, beaucoup de nouvelles lésions sur l'IRM sans symptômes cliniques et l'idée, si on voit que la maladie repart, ça peut être aussi, de reprendre le traitement et finalement de se dire que c'était peut-être pas une si bonne idée, de l'arrêter. Voilà, donc c'est des essais d'arrêt de traitement avec une surveillance rigoureuse, et pendant quelques années en tout cas à la suite de l'arrêt. Merci pour ces précisions. Je pense que, on reviendra un petit peu, on les répétera. Donc, une des 1res questions, c'est, comment distinguer quand on a 60 ans et donc pas un antécédent, long de maladie, si l'arrêt du traitement est bénéfique ou si on est passé en forme progressive et de toute façon ça ne changera rien? Si Ouais. l'arrêt du traitement Alors pardon, alors, est-ce que l'arrêt du traitement peut être envisagé quand il y a peu de poussées parce que la forme est progressive? Mais est-ce que ça risque d'aggraver la progression de la maladie? alors ça c'est, une bonne question. Hem, Après, à l'heure actuelle quand même, les traitements de fond ont surtout, montré leurs bénéfices sur les poussées et l'activité IRM, pas, forcément sur la progression que je dirais, pure de la maladie, quand il y a absolument, plus d'activité inflammatoire, voilà. Heu Donc, je dirais que ce qui prévaut dans la réflexion sur les arrêts de traitement, c'est, est-ce qu'il y a toujours une activité inflammatoire accessible au traitement? Voilà. Hem, donc je dirais que dans ce cas-là, l'arrêt de traitement, peut se discuter et n'aura probablement pas d'incidence, sur, la progression pure de la maladie. Ouais. Donc Mais en fait, encore ouais. si je comprends bien, donc à la forme progressive, il peut y avoir quand même un reste une inflammation qui n'est pas forcément visible par des poussées cliniques, mais en IRM. Donc Oui. il faut tenir compte de tout ça pour, la décision avant de prendre la décision d'arrêter ou pas un traitement. Oui, c'est ça, par exemple, dans l'unique essai randomisé qui a été fait, les patients inclus devaient être stables depuis au moins 5 ans, donc sans poussée, mais aussi sans activité IRM depuis, finalement pas mal d'années, quoi. Ouais et par les temps qui courent, c'est vrai qu'on exige, enfin, on considère que les gens n'ont pas d'activité inflammatoire, à la fois quand il y a pas de poussée clinique, mais aussi pas d'activité IRM parce qu'on sait que c'est beaucoup plus sensible et que parfois, la progression peut être liée aussi à cette activité IRM, qu'on ne voit pas forcément si on ne fait pas d'IRM. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure et bon, on le sait qu'il y a des traitements, lorsqu'on les arrête, il y a un effet rebond. Est-ce que cet effet, rebond n'est-il pas plus fort que la maladie en elle-même? Et du coup, comment on calcule ce risque? Plus fort que la maladie, c'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que souvent on dit que l'effet rebond est plus imp l'activité et provoque du coup une activité importante de la pathologie. Est-ce que si ces traitements qui sont arrêtés alors que la pathologie a été bien maîtrisée, le fait d'arrêter ce traitement, d'avoir l'effet rebond, ça n'entraîne pas une plus grosse conséquence? alors si, donc c'est aussi pour ça qu'on clairement, même, si on a 55 ou 60 ans, il y a maintenant on le sait bien quand même et on a des données très concordantes sur le sujet, on ne peut pas arrêter d'un coup certains types de traitements. C'est le cas notamment, de du fingolimod, des anti-S1P, et aussi, donc le fingolimod ou Gilenya et le natalizumab ou Tysabri, c'est des types de traitements qu'on peut pas arrêter brusquement, quel que soit l'âge, parce qu'effectivement, on va observer un rebond, c'est-à-dire, un risque de pousser une nouvelle lésion, en IRM qui va être très supérieur, au risque qu'on pourrait envisager au vu de l'âge, voilà et donc sur ce type de traitement, les recommandations actuelles, c'est de faire quand même un relais par un autre traitement et c'est pas des thérapeutiques qu'on envisage d'arrêter brusquement. Voilà, donc de toute façon, c'est toujours discuté avec le neurologue et c'est l'arrêt de ce genre de traitement, je dirais à l'heure actuelle,
doit être envisagé toujours avec un traitement relais, quel que soit l'âge. Effectivement, parce que le risque est majeur et on risque finalement de perdre le bénéfice de plusieurs années de traitement, sur un arrêt un peu malencontreux. Voilà. Et du coup, ce traitement de relais, il peut être quand même arrêté à terme ou il va être continué? Alors, oui, si la question est un arrêt, alors c'est des choses, qui sont vraiment des questions actuelles. Donc je dirais, un point, c'est qu'on manque encore un peu de données sur ces points-là. Mais, je peux vous parler un peu de notre expérience personnelle, enfin d'expérience de notre centre et très fréquemment, pas enfin très fréquemment, très régulièrement par les temps qui courent, on est amené à se poser la question, d'un arrêt, de natalizumab, donc de Tysabri, ou de fingolimod, et en fait, on l'effectue avec un relais, par exemple un anti-CD20, mais pendant un temps limité, un traitement qu'on va donner par exemple, 1 an ou 1 an et demi pour éviter le rebond et puis, permettre, aux gens, d'arrêter, de façon favorable les traitements sans exposer à une reprise inflammatoire de la maladie. Et par exemple, avec les anti-CD20, on commence aussi à avoir des données et cette année, on a fait, une étude sur le sujet, avec les données de la base de l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Et typiquement avec les anti-CD20, on n'observe pas du tout de rebond ou de reprise inflammatoire de la maladie et donc c'est en quelque sorte aussi un bon traitement de sortie, pour lequel l'arrêt va être assez simple et qui a par ailleurs un effet un peu au long cours, même après la dernière perfusion. Alors il y a beaucoup de questions sur le fait, le traitement est bien toléré, il est efficace, je n'ai plus de poussée. Quels seraient les éléments qui pourraient me décider à vouloir arrêter? Et est-ce que c'est à moi d'en parler au neurologue ou c'est le neurologue qui m'en parle? Alors déjà, quels seraient les éléments qui peuvent pousser, heu, à vouloir arrêter le traitement? Alors ça, c'est une bonne question. On peut voir les choses, de plusieurs façons. C'est vrai que quand même, quand on avance un peu en âge, il y a un risque d'effet indésirable, qui est, un peu supérieur. Après tout dépend aussi du traitement qu'on prend et c'est difficile de faire des généralités sur la réponse. Voilà. Si on parle par exemple des anti-CD20 qui sont les traitements, les plus prescrits à l'heure actuelle ou pas loin, de l'être, en France, c'est sûr qu'il y a un risque infectieux qui augmente quand même un petit peu avec l'âge et une tolérance d'un traitement prolongé qui va être un peu moins bonne. Donc je dirais que ce qui peut pousser à arrêter et ben, ça peut être qu'on a eu une infection sous traitement, qu'on a passé la soixantaine, et qu'on se demande quand même si c'est vraiment utile et raisonnable de poursuivre. Voilà. Heu, Après, donc c'est souvent, je dirais l'effet indésirable, la complication infectieuse, qui va, entamer un peu le dialogue. Heu, Après aussi, il peut y avoir une certaine lassitude de la prise du traitement. Certains sont plus ou moins contraignants, avec des injections, des prises quotidiennes, et donc on peut être amené à se questionner, sur l'utilité. Voilà, mais chaque cas est différent et chaque traitement est différent et après est-ce que c'est le neurologue ou le patient, Heu, je dirais que ça peut être l'un ou l'autre, après ça peut être une question à poser à son neurologue si on se la pose et ça peut être l'occasion aussi, d'ouvrir un peu, le dialogue sur le sujet et de peser, le pour et le contre de la poursuite du traitement. Voilà. Alors, il y a une personne aussi qui me disait, en témoignage, dernièrement, que quand elle s'était posé la question, elle avait aussi discuté avec, son entourage. Est-ce que ça vous semble important? Bah, oui, tout à fait, ça peut être tout à fait important. Heu, Après, je dirais que ça me semble aussi important de recueillir l'avis, du professionnel de santé sur le pour et le contre et ce qui pourrait être, bénéfique ou non à poursuivre, et effectivement le rapporter ensuite à l'entourage et avoir aussi leurs sentiments. Après quand on aborde la question en consultation, avec les patients, moi j'explique toujours que je peux leur donner les statistiques, générales à l'échelle d'une population sur, les risques de poussée, de nouvelles activités IRM au vu de l'âge, au vu de la durée d'évolution de la maladie et cetera.
Mais que c'est sûr que, je peux jamais garantir à 100 aux gens que si on arrête le traitement, il y aura absolument un risque nul, de poussée ou de nouvelles lésions sur l'IRM et que donc, le ce qui rentre dans la discussion aussi, c'est quel risque on est, prêt à prendre ou non, quelle est notre tolérance du traitement et où se situe le curseur et donc c'est jamais une réponse complètement tranchée et effectivement la discussion dans ces cas-là, est toujours importante. Voilà. Alors il y a beaucoup de questions, c'est en même temps, c'est normal, hein, c'est une angoisse, c'est donc le traitement, la personne, il y en a beaucoup, elles sont sous traitement. Il y a différents noms qui sont cités, mais je les citerai pas tous. Donc la maladie est bien maîtrisée, pas de poussée clinique, pas de poussée IRM. Donc si j'arrête le trai et puis ça fait longtemps qu'ils le prennent, si j'arrête le traitement, est-ce qu'il va pas y avoir une évolution vers la forme progressive, alors qu'il n'y a pas de handicap actuellement? Hem, Est-ce qu'il y a eu ces études? Est-ce que ça a été montré? alors, mmh, c'est une bonne question. Il y a pas d'études, complètement, complètement dédiées à ces questions-là. Encore une fois, c'est assez récent finalement ces questions d'arrêt de traitement. Donc, dans les essais, randomisés comme on a dit, c'est sûr que le suivi, était, au cours de l'essai à 2 ans et ensuite ils ont fait une extension de cette étude pour avoir des données jusqu'à 5 ans. On n'a pas montré, enfin il y le résultat sur, la progression du handicap, dans l'étude randomisée était complètement négative, hein. Pour le coup, aucune différence de progression de handicap, voilà. Et dans l'extension sur les données à 5 ans, c'était pareil, donc on n'a pas montré de choses particulières. Dans l'étude récente qu'on a fait avec les données de l'OFSEP, ce qui est intéressant aussi parce qu'on a un suivi, de plusieurs années, donc c'était sur les arènes anti-CD20 et là pareil en termes de progression du handicap, aucune différence significative entre le groupe, qui poursuit et le groupe, qui arrête, au cours des 3 ans de suivi sur l'évolution du handicap. Après c'est sûr que je peux pas répondre de façon définitive à cette question, parce qu'évidemment, il faudrait, des années de suivi. Mais à l'heure actuelle, avec les données actuelles, heu, on n'a pas de choses, qui nous inquiètent énormément, sur ce point-là. Mais bon, dans les Oui, en limites des données connues, voilà. voilà et puis c'est des données sur un groupe de personnes, on peut pas remettre Non. au cas, individuel, hein. Non, c'est jamais, c'est aussi un gros message de la discussion de ce soir, c'est difficile de répondre, enfin c'est forcément une discussion qui est très individuelle parce que chaque, personne vivant avec une sclérose en plaques est unique avec son histoire de maladie, heu, qui a été plus ou moins active, c'est sûr que quelqu'un qui a eu une maladie très active par le passé ou, même un peu récemment, on sera très réticent à arrêter le traitement, hein, même, passé, 60 ans, hein. Je veux dire, moi aussi, j'ai pas mal de patients, passés la soixantaine qui continuent leur traitement, mais parce que, au vu de leur histoire de maladie, on est tous un peu réticents, le patient et moi-même, à envisager un arrêt de traitement. Donc, c'est forcément une discussion, assez personnelle et c'est très difficile, de donner des généralités sur ce sujet-là. Ouais, parce qu'on l'a déjà vu, hein, au cours, depuis le début de notre discussion, il y a le type de traitement, l'âge, la durée d'évolution, la forme de maladie. C'est vraiment tout un ensemble d'arguments à analyser, au cas par cas. Heu, alors je pense qu'il faut repréciser parce que, il y a beaucoup là donc, la question est-ce que, après 60 ans, on passe systématiquement en phase, progressive, qu'on continue ou pas les traitements? Le traitement, il maîtrise, il empêche la progression. Alors, on sait que les traitements de fond sont faits pour réduire l'inflammation et effectivement ralentissent la progression du handicap. Mais, les études montrent aussi qu'il n'y a pas que les trai que cette progression n'est pas due simplement à l'inflammation. Donc Mmh. quel est l'impact de cet arrêt du traitement ou la poursuite de ces traitements sur cette inflammation qui est un peu, invisible, ou sournoise, je dirais? Alors, je dirais que ce qu'on sait de plus en plus maintenant, c'est qu'effectivement, les traitements à l'heure actuelle, donc comme je l'ai dit, au début, hein,
limite la formation de nouvelles lésions et nouvelles lésions IRM et que s'il n'y a pas de nouvelles lésions sur le système nerveux central et qu'il y en a très peu, depuis le début de la maladie, c'est un gros facteur pronostic pour effectivement, empêcher, mais des années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, un développement d'une forme secondairement progressive et maintenant ce qu'on sait bien, c'est que mettre des traitements très efficaces au moment du diagnostic, et ben, c'est, la clé de la réussite un petit peu pour la prévention de la forme, progressive de la maladie. Voilà. Heu, Par contre et c'est ce qu'on a aussi abordé, leurs bénéfices diminuent un petit peu avec l'âge parce qu'il y a moins de nouvelles lésions et cetera et l'autre point important dans la question, posée, c'est, effectivement qu'il y a cette inflammation, plus chronique qui se développe aussi au cours de la maladie, qui est, cette fois-ci vraiment localisée, dans le système nerveux central et qui est à l'heure actuelle peu accessible aux traitements de fond prescrits. Voilà. Avec, en fait, pas d'efficacité vraiment prouvée sur cette composante très chronique, d'inflammation, des traitements de fond prescrits à l'heure actuelle. Évidemment, il y a aussi des traitements qui sont en développement pour, plus cibler cette inflammation chronique, mais qui ne sont pas encore mis sur le marché en France comme, les BTKI et cetera, des classes thérapeutiques en développement. Mais à l'heure actuelle, l'inflammation chronique qui peut, s'installer au cours de la maladie est peu accessible aux traitements de fond. Voilà, donc l'arrêt des traitements, ne va pas vraiment impacter, cette composante de la maladie. Par contre, je encore une fois, la prescription du traitement, tôt dans la maladie avec des traitements très efficaces, là, c'est sûr, ça a un rôle préventif, sur ce qui va se passer, 20 ou 30 ans plus tard, majeur. Alors il y a une question, pertinente. Alors, on a parlé là, vous avez parlé des traitements, on dit de haute efficacité comme le natalizumab, les anti-CD20. Donc il y a plusieurs questions. Est-ce que le risque de est-ce qu'il est plus facile d'arrêter un traitement quand on a des traitements de première ligne? Donc je pense comme les interférons. Hem, Plus facile, alors oui, oui et non. Encore une fois, il y a différents types de traitements d'haute efficacité et différents types de traitements de première ligne. Hem, Après, c'est vrai que de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que les traitements qu'on dit de première ligne, donc typiquement, les interférons, la Copaxone, l'Aubagio, voilà, et puis, le Tecfidera, par exemple, n'expose pas à un rebond de la maladie à l'arrêt. Donc, ce qui est déjà un point important. Ce rebond de la maladie, donc cette maladie qui va repartir de façon très forte et un peu inattendue au vu, de l'âge, et cetera, c'est observé quand même typiquement, qu'avec le natalizumab, donc le Tysabri, ou, avec le Fingolimod ou, Gilenya, voilà et pas avec les autres classes thérapeutiques. Donc en ce sens, arrêter un traitement de première ligne va être, aussi, un peu plus facile. En tout cas, il y aura jamais besoin vraiment de traitement relais probablement. Heu, voilà. Après, encore une fois, arrêter une première ligne, ça va s'intégrer, aussi dans un ensemble de paramètres, qui sont, à nouveau, hein, l'âge, la durée d'évolution, la sévérité de la maladie initiale et cetera, la durée de stabilité de la maladie. Donc, la question va se poser aussi comme pour les autres traitements, avec un traitement de première ligne. Mais ce sera plus simple dans le sens où on va pouvoir l'arrêter sans s'exposer à un risque de rebond, a priori. Oui, alors j'ai beaucoup de questions, donc on va redire avec quel traitement, il y a un risque de rebond. Donc il y a le natalizumab qu'on appelle Tysabri Ouais, et le fingolimod, Fingolimod ou tout à fait, Gilenya. Gilenya. Voilà, Ouais et ça ça, on a bien. c'est quel que soit l'âge et on a eu presque la surprise, hein, c'est une étude qu'on a fait il y a 2 ans à peu près avec la Basofcept, de voir que les rebonds, pouvaient survenir finalement même à un âge où on s'attendait plus vraiment à voir des formes très inflammatoires, de sclérose en plaques. Donc vraiment une grande prudence sur l'arrêt de ces traitements, même quand la maladie a l'air stabilisée depuis des années et vraiment il faut, discuter, fortement avec son neurologue sur l'arrêt de ces traitements-là, qui présentent un risque particulier. Une question, je ne sais pas si vous avez les résultats. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de de rechute
chez les personnes qui ont arrêté un traitement? Alors, bah, je peux vous donner, les résultats de l'essai, randomisés. Alors je connais, à peu près les pourcentages effectivement. Heu donc dans cet essai, c'est un essai nord-américain. Il y avait, c'est 250 personnes ont été inclus, donc il y en a à peu près 125 dans chaque groupe. Ils ont arrêté essentiellement des traitements de première ligne de la sclérose en plaques. C'est important aussi d'avoir un peu le contexte, hein, parce que encore une fois, le contexte, détermine aussi, le risque de rechute. Les gens inclus dans l'essai avaient tous plus de 55 ans et la moyenne d'âge était, je dirais autour de 60, voire un tout petit peu plus. Et parce que c'était dans les critères d'inclusion, tout le monde était stable, c'est-à-dire pas de poussée, pas de nouvelles lésions sur son IRM depuis au moins 5 ans. Et dans cet essai randomisé, c'était, donc il y a un groupe qui arrête, un groupe qui poursuit son traitement. Dans le groupe, arrêt de traitement, il y a, à peu près, 2 des patients qui vont avoir une poussée dans les 2 ans et autour de un peu autour de 1 dans le groupe qui poursuit. Voilà. Donc c'était des taux, faibles, légèrement supérieurs dans le groupe arrêt versus poursuite, mais qui restaient très bas. Et quand on regarde l'activité, en IRM, donc le fait d'avoir, une nouvelle lésion, sur son IRM, c'était, 4 dans le groupe qui poursuivait et autour de 10 dans le groupe qui arrêtait. Donc c'est une personne sur 10. Voilà. Mais vous avez dit pour, la poussée clinique, c'était quand même 30 versus 1. 2. Ah 2. Ouais. Pardon. Pardon, oui, c'est Ouais, important. C'était 2 bah, oui. versus 1. Donc c'était légèrement supérieur dans le groupe arrêt quand même, mais avec des taux qui restaient, bas. Voilà. Donc la conclusion de l'étude a été, un peu, entre 2 quoi. Il y a un petit surrisque, c'est sûr, quand on arrête le traitement versus quand on le poursuit, mais qui reste, en fait assez faible. Techniquement, il y a 90 des gens qui, à 2 ans, n'ont ni nouvelle poussée, ni nouvelle lésion sur l'IRM, mais c'est un peu supérieur à la poursuite. Voilà. Donc d'où toute la discussion, sur le bénéfice-risque, et cetera. Et dans toutes les études qui ont un peu regardé, s'il y avait des facteurs de risque de rechute après l'arrêt, il y a quand même des facteurs, qui ressortent très systématiquement, qui sont l'âge. C'est-à-dire que plus on avance en âge, et c'est très linéaire le risque, moins le risque de rechute est important et chaque année supplémentaire va diminuer, alors dans les études avec l'OFSEP, chaque année supplémentaire, diminuait de 10 le risque, de rechute. Voilà, donc mmh. Et alors, une personne me demande, voilà, quand il y a pas d'activité inflammatoire en IRM, mais il y a quand même des signes cliniques qui évoluent. Est-ce qu'on considère que donc c'est sans pousser et qu'on peut arrêter le traitement? Ou au contraire, l'évolution de ces signes cliniques montre qu'il y a toujours de l'inflammation, même si elle est non visible en IRM? Et que donc arrêter le traitement n'est pas, tellement une option? Alors, oui, c'est une bonne question. C'est difficile de répondre de façon générale, à ce genre de questions, mais ça rejoint un peu, je pense, la question précédente hem, sur l'inflammation chronique. Et c'est vrai qu'on peut avoir une progression de ces symptômes effectivement sans nouvelle lésion sur l'IRM et donc dans ces cas-là, c'est pas une poussée mais plus, une progression, indépendante, de poussée ou d'activité IRM. Heu, c'est vrai que, les traitements, comme j'ai dit tout à l'heure actuelle, sont peu actifs, hein, sur cette composante de la maladie. C'est encore des traitements plutôt en développement. Heu, donc je le l'arrêt du traitement peut effectivement être discuté. Mais encore une fois, il faut être sûr de l'interprétation de l'IRM, avoir une IRM de cerveau et probablement de moelle épinière aussi, en rediscuter avec le neurologue, et cetera. Donc vous avez parlé d'une étude, américaine qui avait été faite sur les avec les traitements de première ligne. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours avec, des traitements plus agressifs au départ, plus de haute efficacité, comme les anti-CD20? Alors, à ma connaissance, il y a pas d'études en cours, d'essais randomisés sur les arrêts d'anti-CD20.
C'est une bonne question. Heu, Encore une fois, c'est un sujet, récent finalement parce que les anti-CD20 ne sont pas d'utilisation, comment dire? Ça fait pas non plus on n'a pas une durée d'utilisation de ces traitements-là qui est très importante. Donc, la question de l'arrêt commence à se poser de plus en plus et si je vous donne un exemple concret, hem, donc on a fait une première étude avec la base nationale française, de l'OFSEP sur les arrêts de traitement de haute efficacité, donc anti-CD20, natalizumab et fingolimod pour la première fois, il y a 2 ans et demi. Et y on avait très peu de patients sous anti-CD20 quand on a extrait les données. On a extrait les données, je une cinquantaine de patients qui avaient arrêté les anti-CD20 pour des maladies stables après 50 ans, il y a 2 ans et demi. On a refait l'étude, qu'on a présentée cette année au congrès, de la sclérose en plaques, avec, le même genre de critères. On avait les données, de plus de 380 patients qui avaient arrêté dans la base. Donc c'est vraiment des questions, très récentes et d'actualité où on a encore peu de données, voilà et pour lequel on n'a encore fait que des études rétrospectives pour regarder un petit peu ce qui se passe et avoir des données un peu préliminaires. Mais c'est une très bonne question et pour avoir des données de vraiment bonne qualité, c'est vrai qu'un essai, où on tire au sort, les personnes dans 2 bras, où on a une très bonne analyse des données IRM, sont importantes et j'espère que ce genre d'étude, aura lieu dans les années à venir et elle sera, très informative, à coup sûr. Du Pour coup, quelles sont compléter les données préliminaires des essais, des études, prospectives? Non, rétrospectives. pardon, excuse-moi, j'ai pas compris Quels sont la les question. résultats des données, des résultats préliminaires des des données que vous avez, extraites, Ouais et ben, pour les arrêts d'anti-CD20, c'était très rassurant, mais ça va aussi avec le mécanisme d'action du traitement qui est probablement prolongé, par exemple au-delà de 6 mois, comme pour l'ocrelizumab qui est perfusé tous les 6 mois. Il commence à y avoir un peu d'extension de dose et on n'avait pas de différence significative vraiment en termes de poussée ou d'activité inflammatoire en IRM, entre le groupe poursuite et arrêt, au cours des 2 ans qui suivent. Voilà. Mais, encore une fois, c'est une étude rétrospective. Le suivi en IRM, quand on regarde les données, collectées en clinique, n'est pas parfait, les IRM ne sont pas faites très régulièrement, on les relie pas de façon centralisée. Donc on n'a pas encore de données, de la qualité, de l'essai nord-américain sur les arrêts d'anti-CD20. Mais en tout cas, ce qu'on peut affirmer à l'heure actuelle sur les arrêts d'anti-CD20, c'est qu'il n'y a pas de rebond de l'activité inflammatoire de la maladie comme avec d'autres molécules et que l'effet est probablement prolongé, bien au-delà de la dernière perfusion, ce qui permet, aussi une sorte d'arrêt un peu en douceur du traitement. Voilà. Mais à suivre avec des études, sur le long cours, avec de meilleures analyses, enfin il y a encore du travail sur ces sujets-là et encore alors une du fois coup ouais, ça va avec l'évolution des pratiques, de traitement. Pardon. ah non, non, c'est moi, du coup, ça votre réponse entraîne, des questions, puisque vous avez dit que l'anti-CD20, voilà, c'était par injection et puis ça durait 6 mois, donc on laissait un peu plus. Donc il y avait la question, est-ce qu'on peut espacer du coup les prises de traitement jusqu'à arrêter? Ou faut arrêter brutalement? Ah bah oui. Bah ça dépend du traitement aussi. Alors pour les anti-CD20, c'est évidemment une bonne question, mais alors c'est pas forcément notre sujet ce soir, hein, mais il y a une actualité aussi un peu sur, les espacements de doses d'anti-CD20 avec, même, quand on est un peu plus jeune, est-ce que l'efficacité, si on espace un peu la dose, n'est pas similaire? Il y a des données assez rassurantes, sur ça, mais bon, encore une fois, c'est pas notre sujet ce soir. Effectivement, c'est une question qui peut se poser pour les anti-CD20. Est-ce qu'on pourrait pas espacer progressivement les doses, jusqu'à arrêter? Alors, dans nos données rétrospectives sur la base OFSEP, de façon intéressante, c'était des arrêts assez brutals d'anti-CD20 parce qu'on en était c'était pas encore la pratique d'espacer les doses, c'est aussi quelque chose de très récent, et l'efficacité prolongée finalement était observée, même si on n'avait pas, tenté d'espacer les doses avant l'arrêt, quoi. Après ça, c'est très propre aux anti-CD20, l'effet un peu prolongé. Ça peut exister, avec, d'autres traitements dont c'est même le mécanisme d'action, hein. On n'en a pas parlé ce soir, mais il y a la cladribine et cetera, où l'effet est très prolongé, après la dernière prise, donc c'est le Mavenclad.
Voilà. C'est pas le cas, avec la majorité des traitements qui ont un effet beaucoup plus court, voilà. Mais en général, à l'heure actuelle, on n'espace pas les doses. Par exemple, pour, encore une fois, du Tysabri, du Fingolimod, c'est pas du tout recommandé d'aller, essayer d'espacer les doses, parce qu'on s'expose assez vite au risque de rebond, qui survient finalement rapidement, quoi. Donc, déjà l'histoire d'espacement de doses, c'est très propre, aux anti-CD20 et pas du tout, en fait, aux autres thérapeutiques. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. C'est des personnes qui disent, ben, moi, on m'a diagnostiqué à 55 ans, on m'a diagnostiqué à 60 ans, on m'a diagnostiqué à 63 ans. Donc du coup, est-ce que je pourrais quand même envisager l'arrêt d'un traitement? Et puis, quels seraient les critères? Puisque vous disiez, c'était avoir débuté à un âge jeune, avoir une maladie stable. Heu, donc on va dire que passé 55 ans, on n'est plus considéré comme des jeunes. Alors, je suis désolée, j'ai une toute petite coupure de wifi, j'ai pas compris le début de la j'ai pas entendu, en fait, le début de la question. Il y a plusieurs personnes qui donc, posent la question. Moi, j'ai été diagnostiquée à 55 ans, à 60 ans, à 63 ans. Est-ce que je pourrais quand même un jour arrêter les traitements puisque j'ai débuté la maladie tardivement? Et que c'est du coup pas un des éléments, un des facteurs, favor positifs pour arrêter le traitement? Ouais, donc c'est une bonne question. Alors, il y a pas évidemment de réponse, unique. C'est vrai qu'on sera moins enclin alors, dans la discussion avec le neurologue, le fait que le diagnostic de maladie est encore récent, ce sera un petit facteur en défaveur, de conseiller l'arrêt quand même. On va pas, non plus, complètement, se mentir. Après parfois, pardon, ça peut arriver qu'on diagnostique une maladie, à 63 ans, mais qu'en fait, sur les données d'imagerie et cetera, on a l'impression qu'elle est en fait pas très récente et qu'elle est là, depuis longtemps donc on peut pas répondre complètement, de façon générique, je dirais à cette question-là, la réponse sera, pardon, encore une fois très individuelle. Après c'est sûr que, je dirais que, ces histoires d'arrêt de traitement après 55-60 ans, vont plus difficilement s'appliquer sur des maladies récentes, ça c'est sûr. Buvez un verre d'eau. Je sais que Ouais. vous êtes un peu malade, donc n'hésitez pas à prendre de l'eau. Et j'en profite pour faire pareil. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'étude avait montré que, chaque année, il y avait un risque de reprise de la maladie qui diminuait de 10. Est-ce que ça veut dire qu'arrivé à 70 ou 80 ans, il y a plus aucun risque de rechute? Alors, c'est une bonne question. Le risque devient vraiment faible, mais encore une fois, il faut prendre, heu, le risque est quand même, enfin bon, passé 70-75 ans, il est quand même probablement proche de zéro. Mais, mais il est jamais complètement nul à l'échelle individuelle, donc, c'est aussi un des points importants, je pense, pour ce soir, je pense que c'est toujours une discussion quand même, il y a toujours un petit risque qui persiste et on peut jamais complètement nous garantir un risque nul, voilà. Heu Après c'est sûr que plus on avance en âge, plus il sera faible, mais tout ça, c'est des statistiques encore une fois à l'échelle de population, des données qu'on a pu recueillir, dans des essais, dans des grandes cohortes, mais parfois, quand on est, une personne individuelle, on peut défier un peu la statistique et être la personne à qui, ça la rechute peut arriver et cetera. Donc il faut aussi quand même avoir ça en tête dans la discussion et votre neurologue, il pourra un peu vous présenter les données, à l'échelle de population et puis ensuite, il faudra effectivement, discuter, avec lui, avec votre entourage sur, est-ce que c'est un risque que vous êtes prêt à prendre parce que vous êtes plus très à l'aise avec le traitement ou, vous avez eu quelques effets secondaires, qui vous font dire, que vous ne souhaitez pas continuer et cetera donc c'est vraiment une discussion, plus qu'une réponse toujours très tranchée. Et alors il y a une question, donc il existe plusieurs traitements, comment sont-ils attribués? Parce que est-ce qu'ils c'est par âge et du coup on se dit qu'à passer un certain âge, on aura toujours celui-là? Ou pourquoi une telle différence? Et voilà. Heu, mmh
Alors souvent dans les prescriptions, de traitement, ben, à l'heure actuelle quand même on a des objectifs, de bon contrôle de la maladie, c'est-à-dire, pas de poussée et pas de nouvelles lésions sur l'IRM ou un nombre minime et donc plusieurs options, s'offrent à nous. Parfois, un traitement qu'on dit d'efficacité modérée ou de première intention va être suffisant et les gens, poursuivre donc ce traitement d'efficacité modérée. Et quand il n'est pas suffisant et qu'on observe de nouvelles lésions ou une activité de la maladie sous ce genre de traitement, un traitement de haute efficacité va être prescrit. Ou, parfois quand on est jeune et qu'on a une maladie très active, le traitement de haute efficacité sera prescrit aussi d'emblée, ce qui est de plus en plus le cas. Donc non, je dirais que la prescription du traitement, finalement n'est pas vraiment dépendant de l'âge, heu et mais plutôt, bah, de l'activité de sa maladie à un moment donné. Voilà. Et puis rappelons que chaque traitement n'agit pas à 100 n'agit pas à 100 chez les personnes. Il y a des personnes qui réagissent moins bien à un traitement qu'à un autre, sans que l'on ait aujourd'hui les éléments qui permettent de dire quels sont les facteurs de, comme on dit, de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est ça. On a quelques éléments, mais encore une fois, chaque personne est unique et parfois on répond pas complètement aux statistiques. Effectivement. Alors, je pense qu'il faut repréciser quelque chose parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent: «Mais, si le traitement fonctionne, on n'a pas de poussée, on n'a rien aucune lésion à l'IRM, il n'y a pas d'effet secondaire, pourquoi prendrait-on le risque d'arrêter le traitement?» C'est c'est pas une obligation, c'est simplement, comme vous l'avez dit, c'est une discussion, c'est une option, c'est je pense Oui, qu'il faut bien repréciser, ouais. ça va pas être obligatoire. Non, ça n'a rien d'obligatoire, effectivement, mais c'est une possibilité à discuter. Voilà. Heu, ouais. Mais encore une fois, l'arrêt n'a rien d'obligatoire et certains de mes patients, disent très clairement que pour eux, c'est pas envisageable et qu'ils veulent, minimiser le risque, qu'effectivement le traitement est très bien toléré et que donc l'option retenue, c'est la poursuite du traitement, quoi, et il y a aucun problème avec ça, évidemment. Ouais. On va dire que c'est une possibilité et une question à se poser, avec aussi certains traitements, qui peuvent avoir des petits effets secondaires liés à l'âge, mais c'est pas du tout le cas ou en tout cas pas le même niveau d'effets secondaires en fonction des traitements. Donc évidemment, c'est une possibilité et ça n'a rien d'obligatoire. Oui. Est-ce que, il y a des comorbidités, d'autres pathologies, donc comme on dit des comorbidités, qui peuvent, heu, induire, tout au moins, justement se poser la question: «Il faut arrêter le traitement de la sclérose en plaques». Bah, l'exemple typique et je pense que c'est de loin le cas, enfin un cas très fréquent, c'est la survenue d'infections sous traitement. C'est sûr que, les traitements de la sclérose en plaques jouent sur le système immunitaire. Pour certains, vont diminuer, fortement certaines lignées de globules blancs, favoriser certaines infections. Heu et on sait bien que quand même les infections sont aussi plus fréquentes avec l'âge, aussi parce que notre système immunitaire, vieillit un petit peu avec nous et donc est moins virulent avec l'âge et combat un peu moins bien les infections et quand en plus on lui met un petit traitement, qui le diminue, c'est sûr que le risque augmente, hein. Est-ce que vous pouvez préciser, le type d'infection qui fait justement que l'on s'inquiète, heu, c'est pas des infections bénignes, non plus? Bah, là aussi, il y a plein de cas de figure. Alors le cas typique du risque infectieux, c'est évidemment les anti-CD20, heu et après, ça peut être aussi, des infections, parfois bénignes quand même, mais qui peuvent être répétées dans le temps et qui deviennent, très invalidantes pour les patients. Alors, j'ai des exemples en tête, d'infections urinaires, très récidivantes, qui finalement, étaient plutôt bénignes, mais qui en fait, avaient un retentissement fort sur le quotidien. Et puis, des fois, ça peut être aussi, la survenue d'une infection, heu, un peu, heu un peu inhabituelle sous traitement et quand on va doser, les immunoglobulines qui sont, aussi des anticorps qu'on sécrète pour se défendre contre les infections, on va voir qu'ils sont diminués en lien avec le traitement et donc tout ça va faire quand même se poser la question, de la poursuite, quoi. Mmh. Il y a d'autres questions, c'est, là on parle, on a beaucoup parlé d'arrêter le traitement après 55 ans.
Des personnes disent: «Mais quand la maladie est stabilisée depuis des années et qu'on a moins de 55 ans, est-ce que la question se pose?» Alors ça, c'est une bonne question et figurez-vous qu'il y a même, il y a des les Hollandais, ont fait un essai, randomisé justement, une étude de bonne qualité sur le sujet. En fait, c'était une étude très similaire à l'étude nord-américaine. L'étude nord-américaine a inclus des personnes qui avaient plus de 55 ans et l'essai hollandais n'avait pas mis de limite d'âge et donc incluait des gens qui étaient traités par, traitement d'efficacité modérée et qui étaient stables, pas de poussée, pas de lésions sur l'IRM depuis au moins 5 ans. Et en fait, l'essai a été arrêté prématurément parce que dans le groupe arrêt, ils ont observé, une recrudescence, on va dire, très significative des poussées et des lésions IRM. Et donc, ils avaient une analyse, donc leur essai durait 2 ans et au bout d'un an, ils avaient une analyse de leurs données et en fait, c'est là qu'ils ont vu, que c'était pas raisonnable, en fait, d'arrêter le traitement même quand la maladie avait l'air stable. Hem, Chez des gens plus jeunes. Dans l'essai hollandais, il y avait plus de 50 des patients, inclus qui avaient, moins de 55 ans, en fait. Voilà et il y avait un très clairement un lien entre l'âge et la rechute. Donc je dirais que quand même l'arrêt de traitement, même quand la maladie a l'air stabilisée, avant 55 ans, il faut vraiment que, la balance bénéfice-risque soit très en faveur du risque pour qu'on conseille un arrêt de traitement, ça semble plus compliqué. Ouais, Oui, parce qu'il y a pas que l'efficacité du traitement, avec l'âge. Il y a aussi le fait que la maladie, naturellement, se calme en vieillissant. Donc c'est l'addition, en fait, du traitement et de l'âge qui fait que, on peut se poser cette question. c'est ça. En fait, l'âge reste primordial quand même et ça ressort de façon très constante et cette histoire de l'essai hollandais en est une bonne illustration, donc Hem, encore une fois, tout peut se discuter, chaque cas est individuel. Parfois, il y a quand même des soucis, une infection, quelque chose qui s'est passé qui peut faire discuter l'arrêt du traitement, ce qui arrive en fait parfois quand même. Mais dans la majorité des cas, votre neurologue sera probablement assez réticent, à l'idée d'arrêter le traitement. Ouais. Même si la maladie a l'air stabilisée de sous traitement. C'est que finalement, il marche pas mal et on peut pas, vraiment espérer que, une réduction d'activité de la maladie liée à l'âge, voilà, avant la cinquantaine, on peut pas complètement tabler là-dessus. Voilà. Là, on voit quoi, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il existe des outils de prédiction du risque après, un arrêt de traitement? Du risque de reprise, pardon, d'activité après un arrêt de traitement? Donc ça, c'est aussi intéressant comme question. Alors, cette année, il y a eu, la grosse conférence, sur la sclérose en plaques, la Lectrims, c'était il y a 15 jours, 3 semaines et il y a eu une présentation là-dessus, alors c'était encore un peu, préliminaire, mais Heu, ils avaient repris notamment les données de l'essai nord-américain et puis, d'autres données, pour essayer, d'avoir, effectivement un outil de prédiction en fonction de nos caractéristiques, des caractéristiques des personnes, qui arrêtent le traitement. Quel risque elles avaient d'avoir une poussée ou une nouvelle lésion sur l'IRM? Alors, c'était pas encore complètement abouti, encore une fois, parce qu'on manque un peu de données et que c'est une pratique assez récente, mais, on peut tout à fait penser que dans les années à venir, ça va, ce genre, d'aide à la décision va probablement, se développer. Voilà. Mmh mh. Heu, alors, on a beaucoup parlé de l'arrêt. Donc si une personne une autre question, si une personne décide d'arrêter, comment est organisé le suivi? Je sais que vous l'avez évoqué, mais on a parlé rapidement, puis on n'a pas du tout abordé après le sujet. Ce qui est du coup, quelle est la fréquence des examens de contrôle? Est-ce que c'est toujours la visite, avec le neurologue, l'IRM? Et comment on peut savoir si on a une reprise d'activité de la maladie? Et ben, donc effectivement, c'est une question importante. On l'a évoqué au début, hein, arrêter le traitement, c'est un essai d'arrêt, pour, tout un tas de raisons, individuelles, mais ça ne veut pas dire qu'il parfois, il va pas falloir le reprendre, et après qu'on ait arrêté le traitement, en général, on fait un suivi quand même rapproché en IRM, avec, régulièrement, en tout cas nous dans notre pratique,
on essaye de faire une IRM à 6 mois et 1 an après l'arrêt pour, dépister, typiquement une nouvelle lésion asymptomatique sur l'IRM, quelque chose qui nous ferait dire que la maladie est en train de repartir alors que la personne avait l'air stable depuis plusieurs années. Et si on observe cette reprise inflammatoire, un peu significative sur l'IRM, très probablement, qu'on redébutera un traitement. Donc un suivi rapproché en imagerie, peut-être même un peu plus fréquemment finalement que sous traitement quand tout allait bien, est tout à fait justifié à l'arrêt et pendant quand même, plusieurs années pour s'assurer que tout se passe bien et qu'on n'a pas quand même, besoin de reprendre un traitement. Voilà. Donc suivi, très important. Alors une dernière question, parce que quand on décide, on envisage d'arrêter, un traitement de fond, est-ce qu'il y a d'autres traitements à prendre pour commencer? Alors là, on parle de probiotiques, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres du coup ou tout au moins, heu, des respects par rapport aux conditions de vie? Ouais, alors ça, c'est un point important aussi. On a parlé beaucoup de mais c'était le sujet de ce soir, hein, de traitement, mais je dirais que c'est qu'une part, évidemment, de la prise en charge, et de ce qu'on sait, améliorer, fortement, le pronostic de la maladie. Heu et continuer à avoir, il y a toutes les règles de base, hein, d'avoir, une vie saine, équilibrée, l'activité physique, poursuivre, de la kinésithérapie si on en fait, et cetera, c'est aussi une part, majeure quand même, de la prise en charge et de la prévention du handicap, dans cette maladie et c'est, des aspects de la maladie qu'il faut, complètement, continuer, je dirais, à poursuivre, même après l'arrêt du traitement. Donc encore une fois, arrêter le traitement de fond à visée immunologique, c'est arrêter, juste cette partie-là, mais pas le suivi et toutes les choses qui vont avec, et toutes les mesures, d'hygiène de vie, de sport, de conditions physiques, qui sont extrêmement importantes. Alors vous avez dit que c'était une dernière question, mais là, une question quand même qui est importante parce que, vous avez parlé depuis et une des raisons d'arrêter des traitements, c'est les infections. Notamment, vous avez cité plusieurs exemples d'infections urinaires. Est-ce que lorsqu'il y a un cancer qui survient, ça peut faire aussi partie, des éléments majeurs qui vont influencer la décision d'arrêter un traitement de la sclérose en plaques? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors c'est toujours des situations un peu complexes, la survenue d'un cancer. Heu alors, il y a plusieurs réponses à cette question, très fréquemment, on va être amené à arrêter le traitement de fond de la sclérose en plaques parce que le traitement du cancer va être, aussi un traitement qui va diminuer fortement les défenses immunitaires et en fait, va agir aussi sur la sclérose en plaques, hein, si c'est une chimiothérapie un peu conséquente, qui va diminuer certaines cellules, immunitaires comme c'est le cas, de quand même beaucoup de chimiothérapie, ça va être de facto un traitement de la sclérose en plaques et donc on va arrêter en fait, le traitement de fond dans ces cas-là et le reprendre après, et cetera. Voilà donc c'est aussi une question qui se pose assez fréquemment. Et la discussion, va être en fonction du traitement prescrit pour ce cancer, de l'âge de la personne, et cetera. C'est pas toujours des discussions et des situations très faciles et il y a une réunion nationale, de concertation, pour, les dossiers typiquement, où, la discussion est pas évidente, quel est le traitement prescrit? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Combien de temps? Quand est-ce qu'on reprend? Et cetera. Merci, attends, on va arrêter les questions, des internautes parce que là, ça vous avez eu énormément de questions. Mais peut-être avant de conclure, est-ce que vous enfin, pardon, avant de oui, de conclure cette émission, est-ce que vous avez un mot de conclusion, heu, à transmettre, docteur Kerbrat? Non, bah, le mot de conclusion, c'est qu'évidemment et je le redis, hein, arrêter le traitement, c'est évidemment pas une obligation et on fait pas du tout un arrêt systématique, à un âge donné, pour tout le monde. Que la discussion est, évidemment, très individuelle, en fonction, de ce qu'on sait, des bénéfices-risques des traitements, en fonction de chaque personne. C'est une discussion aussi individuelle avec, le ressenti de la personne, de son entourage, et cetera.
Encore une fois, l'arrêt de traitement, s'il y a une décision d'arrêt de traitement parce que, on pense que, le bénéfice n'est pas vraiment, majeur, qu'il y a des risques et cetera, il faut penser ça comme un essai d'arrêt de traitement, que c'est jamais forcément enfin, c'est pas définitif, en tout cas, il y a un suivi et qu'on peut être tout à fait amené à reprendre un traitement si besoin. Voilà. Merci beaucoup, docteur Cabra. Voilà, vous avez eu de nombreuses questions, elles se sont enchaînées. Donc, merci de votre disponibilité, du temps que vous nous avez accordé. Donc, alors, on a parlé d'essais cliniques. Je voulais juste dire qu'il y a des études effectivement qui sont financées en France et c'est notamment France Sclérose en plaques qui en finance une partie. Donc, c'est important. Ce sujet est donc vraiment au cœur de nos préoccupations. Et puis, je rappelle que ce direct est disponible, enfin, sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube de France Sclérose en plaques. Et puis, le prochain rendez-vous en direct sera donc le samedi 29 novembre à l'occasion de la journée d'information dédiée aux patients et aux proches. Cette journée se déroule à l'espace Saint-Martin, donc en présentiel à Paris, et elle sera rediffusée évidemment en live sur YouTube et Facebook. Donc ce jour-là, des conférences, des ateliers, des rencontres autour de la vie avec la sclérose en plaques. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le site de France Sclérose en plaques et nous vous y attendons nombreux. Donc docteur Cabra, encore merci beaucoup pour votre disponibilité, pour la simplicité de vos réponses et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Au revoir.